est. Bon. Bien, je veux d'abord remercier donc les deux organisatrices de m'avoir invité à cette journée et de me donner ainsi l'occasion de parler de l'histoire de la consommation à partir de mon livre, donc La Révolution matérielle. Et c'est conformément à ce qu'elles m'ont demandé que je vais organiser mon propos en deux temps. L'un très court, enfin plus court, qui consistera à présenter, à expliquer ce que j'ai voulu faire avec mon livre, et ensuite, dans un deuxième temps beaucoup plus long, présenter les deux derniers chapitres de ce livre qui touchent tous les deux à la période contemporaine prise au sens large, à partir de 1945, et d'essayer d'expliquer pourquoi on peut distinguer deux moments dans l'évolution de la consommation de masse. Je précise que, par honnêteté, je suis resté fidèle à ce que j'ai écrit, mais que si je devais réécrire le cinquième et dernier chapitre, je ferais tout autre chose aujourd'hui. Du reste, c'était le chapitre qui me paraissait, quand je l'ai rendu à l'éditeur, et parce que l'éditrice a beaucoup fait pression pour que je le raccourcisse, qui était le plus faible, et il mériterait un sérieux effort de réécriture. Alors, il n'est évidemment pas question de résumer ces deux chapitres. La matinée qui est déjà entamée n'y suffirait pas. Et donc, je vais m'en tenir aux grandes articulations de l'argumentation, en vous épargnant les détails érudits, les chiffres le plus possible, et les citations. Ce qui veut dire que pour la charge de la preuve, il va falloir me faire confiance. Naturellement, ce faisant, je prends un risque évident, c'est les lacunes, les déséquilibres et le manque de clarté. Mais le cas échéant, la discussion devrait permettre de clarifier les choses. Donc, lorsque, en 1846, Michelet, dans Le Peuple, évoque la diffusion d'étoffes de coton imprimées, les indiennes, parmi les ouvriers, donc il a l'intuition que l'histoire de la consommation n'est pas une histoire anecdotique, et que faire l'histoire de ce phénomène qui est complexe revient en fait à restituer de multiples dimensions. Alors cependant, il a fallu très longtemps aux historiens pour reprendre à leur compte ce programme de recherche. Les raisons, à mon avis, en sont relativement simples. Il y a d'abord la subordination de la consommation à la production, qui est dominante chez les historiens de l'économie pendant très longtemps, la croyance en un consommateur abstrait, et l'indifférence pour les objets, sauf pour les objets de luxe ou les objets d'art. Et donc ces trois raisons sont, me semble-t-il, suffisantes pour expliquer, au moins à gros traits, ce retard. En ce qui concerne l'histoire de la consommation, nous sommes confrontés, on l'a vu avec l'introduction que vous venez d'entendre, en fait à deux traditions différentes. Il y a d'abord l'anglo-saxonne, qui est très largement dominante aujourd'hui à l'échelle internationale, et qui a pour point de départ donc une réflexion sur les origines de la révolution industrielle en Grande-Bretagne. À partir des années 90, l'approfondissement de la recherche conduit à une interprétation à la fois plus nuancée et plus dialectique des relations entre l'offre et la demande, et surtout à analyser, à creuser l'analyse des dynamiques de la demande en insistant davantage sur les pratiques sociales, sur les représentations et sur les identités. Cependant, cette historiographie-là, ou du moins une grosse partie de cette historiographie, est obsédée par les images, les discours, les représentations, et ce qui fait que trop de travaux tendent à exclure de leur champ d'analyse la consommation réelle et la vie des objets, des pratiques et même jusqu'au consommateur. Dans l'ensemble, les recherches des historiens américains qui ont concerné la France suivent cette pente. Alors il faudrait évidemment nuancer en étudiant livre par livre ou article par article, mais c'est une tendance qui est très largement dominante. Je l'ai dit, ça n'empêche pas certains travaux, si on tient compte de leurs limites, d'être excellents. En France, c'est à Braudel qu'on doit d'avoir ouvert la voie à l'histoire de la consommation, qu'il lance en 1961 par un article dans les Annales où il annonce une vaste enquête sur la vie matérielle. Et ce qu'il entend par la vie matérielle, c'est essentiellement l'alimentation et l'aspect biologique des choses, avec une démarche très quantitative. Mais au fur et à mesure que les numéros passent, cette histoire de la vie matérielle finit par englober
tous les aspects de la consommation et de la vie quotidienne. Et les articles qui sont présentés font une place croissante à la fois aux normes sociales et aux représentations symboliques. Alors ce programme s'arrête en 1968. Néanmoins, même si les travaux n'ont jamais été réunis en un ouvrage qui aurait été, à mon avis, collectif, qui aurait été intéressant, ils ont laissé des traces. Sur le plan historiographique, il me semble qu'il y a deux œuvres qui dominent largement. Alors il y a d'abord de Braudel lui-même, donc Civilisation matérielle, dont le premier volume paraît en 67, où il décrit la dialectique de l'ordinaire et du superflu, c'est-à-dire de la consommation des pauvres et de la consommation des riches, dans laquelle il voit le moteur de l'évolution de la consommation, puisque dans le schéma qu'il esquisse, les riches ouvrent la voie et les pauvres finissent toujours par reprendre une partie au moins des objets que les riches ont mis en piste. Le second moment, à mon avis, important, c'est le livre de Daniel Roche, La culture des apparences, qui est paru en 89, et où, à partir d'une histoire du vêtement au XVIIIe siècle, à Paris, il montre qu'on peut faire l'histoire de la consommation en articulant la production et la commercialisation, la culture matérielle et la culture intellectuelle, articuler les conditionnements sociaux et l'autonomie de jugement du consommateur. Alors pendant la fin du XXe siècle, il ne se passe pas grand-chose. Il y a des travaux de détail, mais rien de vraiment important. Et c'est à partir du début des années 2000 qu'on voit se multiplier les recherches qui prennent la forme de monographies, des monographies qui font écho aux interrogations contemporaines sur la dynamique de la consommation de masse, de la société de consommation, et qui sont influencées par les travaux américains auxquels je faisais allusion tout à l'heure, sans cependant tomber dans le travers du tout culturel. Ces monographies sont extrêmement diversifiées, tant dans leurs objets que dans les approches mises en œuvre, et personne n'a cherché à rendre compte de la dynamique globale de la consommation au XIXe et XXe siècle, en embrassant à la fois les acteurs, les objets, les pratiques et les représentations. Et c'est précisément ce que j'ai essayé de faire avec la révolution matérielle, ce qui m'a conduit à essayer d'écrire du moins autrement l'histoire de la consommation. Alors en simplifiant beaucoup le programme que j'expose dans l'introduction de mon livre, je crois qu'on peut ramener la démarche à 7 points principaux. Alors d'abord, le premier point qui est le plus important, c'est évidemment de mettre les consommateurs au centre du tableau, alors qu'en réalité, ils n'y jouent le plus souvent qu'un rôle de figurant. Et pour les saisir, qu'on les saisisse individuellement ou collectivement, il faut croiser des données statistiques, des données quantitatives sur la consommation des ménages et d'autre part l'expérience des consommateurs à partir de textes, de sources diverses et qu'on peut donc saisir en multipliant des micro-récits qui cherchent à rendre compte de l'épaisseur de l'expérience du consommateur. Deuxième point important, le consommateur certes constitue le foyer de cette histoire, mais on ne peut vraiment l'écrire que si on élargit autour du consommateur le cercle des acteurs. C'est-à-dire qu'on tient compte aussi bien des industriels, des distributeurs, des spécialistes du marketing, de la presse, des pouvoirs publics qui font des législations qui sont plus ou moins suivies, des médecins, etc. Donc il y a un nombre d'acteurs considérables et ce sont les actes plus ou moins articulés de ces différents acteurs qui contribuent à façonner la consommation telle que j'ai essayé de l'étudier. Par ailleurs, la consommation, et c'est à mon avis une évidence qu'on oublie un peu trop souvent, est un phénomène qui ne s'exprime que dans et par les objets. Et ces objets ont toujours une double dimension, à la fois matérielle et symbolique. Et on ne peut pas plus réduire l'histoire de la consommation à l'histoire des symboles, des discours, des normes, etc., que à l'histoire de l'objet comme chose matérielle. Et quand je parle de choses matérielles, je veux dire aussi bien le matériau lui-même, la forme, la fonction, que le prix. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est que dans un nombre considérable d'ouvrages
sur la consommation, les objets n'ont pas de prix. Et ce qui évidemment rend totalement impossible une approche sociale et économique de la consommation à partir du moment où on ne sait pas combien valent les choses, on ne sait pas à quel marché on s'adresse. Les objets sont également, c'était important, des pratiques par lesquelles les consommateurs se les approprient, et la pratique ici englobe à la fois les apprentissages, les compétences, les usages, mais aussi, parce qu'ils sont dans la réalité des choses absolument inséparables, les idées, les conventions, les désirs et les émotions du consommateur. Et donc, cela amène à ne pas dissocier la pratique des discours qui enveloppent la pratique, c'est-à-dire qui sont là pour la justifier, la discipliner, la dénoncer, la décrire même, et en tenant compte de l'extrême diversité des discours et du type et du niveau de langage auquel ces discours se situent. Et il ne faut pas oublier évidemment que les consommateurs n'adhèrent jamais très spontanément au discours sur la consommation, et qu'ils ont une marge de liberté qui est beaucoup plus grande que ne le prétendait la sociologie critique venue d'Allemagne des années 60 et 70. Les consommateurs, alors quant à soi, ils ont une marge de liberté, et ils ne sont nullement des marionnettes manipulées par les forces du marché. Cela dit, il ne faut pas non plus exagérer l'autonomie du consommateur pour une raison très simple, c'est que le consommateur est pris dans des réseaux. Et par exemple, tout simplement, les grands réseaux, l'adduction d'eau, l'électricité, le gaz, etc. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Je me souviens avoir lu une thèse de géographie qui aurait pu être résumée en 3 pages, mais qui en faisait 700, l'auteur de la thèse était arrivé à cette conclusion absolument extraordinaire, qui était que les habitants d'un immeuble donné auraient-ils été des écologistes convaincus qu'ils auraient eu beaucoup de mal à modifier de manière substantielle leur consommation d'électricité, d'eau ou de chauffage, tout simplement parce que il y avait un réseau collectif étendu à l'ensemble du quartier, et qu'il fallait en plus des délibérations collectives, qu'on ne pouvait pas modifier seuls les règles de fonctionnement du réseau, qu'il y avait donc toute une série de personnages et de normes qui rentraient en jeu, et que l'action individuelle avait peu de chances d'aboutir. Donc il ne faut pas, à la fois il y a une liberté, mais en même temps cette liberté se déploie à l'intérieur d'un ensemble de contraintes. La consommation n'est pas davantage une réalité homogène, et il n'y a pas de consommateur moyen. Au contraire, la consommation est socialement différenciée. Chaque groupe social ayant des habitudes de consommation qui sont déterminées à la fois par sa place dans la société, par son niveau de revenu et sa culture. Et c'est pourquoi la révolution matérielle, enfin dans mon livre, j'essaye de décrire les modes de consommation des principaux groupes sociaux ainsi que leur transformation. Enfin, l'histoire de la consommation n'est pas linéaire, c'est-à-dire que le consommateur d'aujourd'hui n'est pas quelqu'un qui consommerait plus que le consommateur de 1840, c'est le moment auquel je fais commencer mon histoire. C'est simplement parce que les évolutions de la consommation se sont opérées à travers ce que j'appelle des régimes sociaux de consommation. Il y en a 5 dans le livre, et chacun articulant de manière particulière l'offre de produits, les formes de commercialisation, la répartition des revenus, la structure des budgets, enfin la composition des budgets, la structure du marché, et la culture de la consommation qui est dominante à chaque époque. Enfin, la consommation doit être considérée, la citation de Michelet, sur laquelle s'ouvre l'introduction du livre, à mon avis, suffit à le montrer comme un objet global. Et pour en rendre compte, il faut tirer tous les fils, à la fois le fil de l'histoire économique, parce qu'il est question d'offres de produits et de commercialisation, le fil de l'histoire sociale, parce qu'il est bien sûr question de répartition entre des groupes sociaux différents, et aussi l'histoire culturelle, parce qu'il est question là de normes et de représentation. En somme, la révolution matérielle se présente, et c'est très largement ce qu'elle est, comme une synthèse
des travaux existants et de travaux existants dans la plupart des disciplines des sciences humaines et sociales, à la fois bien sûr l'histoire et dans ses différentes sous-branches, mais aussi la sociologie, l'économie, la gestion, la géographie et l'anthropologie, de manière à avoir la documentation la plus riche possible sur le sujet du livre, en sachant évidemment que très souvent j'utilise les travaux qui sont référencés dans la bibliographie à rebours de la problématique des auteurs et parfois même de leurs conclusions. Pour essayer de combler un certain nombre de lacunes, j'ai payé entre guillemets ma personne en allant aux archives ou dans les bibliothèques pour lire des documents originaux, mais je suis évidemment absolument convaincu et je suis le premier à être capable de les pointer entre les lignes. Il y a des déséquilibres, il y a des lacunes, il y a même sans doute des erreurs. Et donc évidemment c'est un ouvrage qui a quelque chose entre guillemets d'expérimental et qui appelle évidemment à la fois des vérifications et des approfondissements. Alors j'en viens maintenant à la partie la plus substantielle, celle qui concerne la consommation de masse. Alors pour comprendre la place, enfin, pour comprendre ce que représente la consommation de masse dans l'histoire de la consommation, il faut se rappeler que entre les deux guerres, l'élargissement de la consommation a certes débouché sur la mise en place de nouveaux schémas de consommation, mais que simultanément, et c'est même peut-être, même s'il est souvent à bas bruit le discours dominant, on a continué de dénoncer la publicité, la vente à crédit, les magasins à prix unique, et évidemment l'américanisation qui était en quelque sorte, qui concentrait toutes ces questions que l'on dénonçait, que l'on critiquait. Et en 1939, ce ne sont pas simplement, donc à la veille de la guerre, ce ne sont pas simplement les conditions psychologiques ou intellectuelles de la consommation de masse qui font défaut. C'est bien plus les conditions économiques et sociales, à la fois en raison de la répartition très inégale des revenus, du progrès très lent du revenu, enfin du revenu moyen, et du fait que la production des biens de consommation est finalement, dans l'ensemble, faiblement industrialisée, que ces produits sont peu standardisés et que seule une minorité est fabriquée en très grande série. Au contraire, avec les 30 Glorieuses, c'est une rupture décisive qui s'opère. Elle rend possible donc l'avènement de la consommation de masse qui domine notre société jusqu'à aujourd'hui. Et alors, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je vais l'analyser, cette consommation de masse, en deux temps, puisqu'il me semble qu'on a affaire à des dynamiques très différentes, et j'ai tendance à penser que la consommation de masse telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant risque de subir des transformations profondes. Alors, en 1979, Jean Fourastier publie, vous le savez, ce livre qui a pour titre les 30 Glorieuses. Il y brosse de manière très brillante le tableau d'une France qui a radicalement été transformée par 3 décennies d'une croissance forte et ininterrompue, laquelle a permis donc une impressionnante hausse du niveau de vie des Français et un bouleversement complet de leurs conditions de vie. Entre 1950 et 1960, la consommation a doublé une première fois, elle double une seconde fois dans la décennie suivante, et c'est pourquoi je pense qu'on peut dire que les Français sont rentrés enfin de plein pied dans la société de consommation, pour employer une formule que l'on doit à Jean-Marie Domnac, donc qu'il avait mise en circulation en 1957 dans la revue Esprit. L'avènement de la société de consommation soulève de très nombreuses questions. Quelles sont les conditions qui l'ont rendu possible, d'abord? Ensuite, comment, parce qu'il joue un rôle pionnier dans cette affaire, les cadres ont entraîné finalement dans le mouvement toute la société. L'accès à la consommation, de tous à la consommation, a-t-il effacé les écarts entre groupes sociaux et même à l'intérieur de chaque groupe social, entre les différentes strates qui le composent, si bien qu'on aurait
à faire un processus d'uniformisation de la consommation. Enfin, l'apport de la consommation de masse se réduit-il ou se limite-t-il au bien-être matériel donc, et au confort? Si bien qu'en réalité, en arrière-plan de toutes ces questions, on a deux notions. La notion d'aliénation et celle d'uniformisation. Et le livre a été, au moins pour ces deux chapitres, et surtout pour le quatrième, construit largement sur la critique des théories qui soutiennent, mais sans jamais démontrer quoi que ce soit, qu'il y a aliénation du consommateur et uniformisation des modes de consommation. Commençons donc par l'avènement de la société de consommation et par ses conditions. Donc je ne vais pas insister sur les conditions économiques que résume traditionnellement le mot Fordisme, car finalement tout cela est bien connu. Je voudrais juste souligner deux choses. D'une part, le bouleversement du mode de consommation trouve son origine dans deux évolutions parallèles. La transformation des modes de rémunération, d'un côté, et de l'autre, la baisse très rapide des prix des produits. D'autre part, si le changement de la formation des salaires, les changements qui se produisent dans la formation des salaires sont si importants, c'est parce que, avec l'accroissement de la proportion de salariés dans la population active, on passe de 65% en 1954 à 83% en 1975, on assiste à l'avènement de la société salariale qui constitue la base du développement de la consommation de masse et qui est en quelque sorte aimantée par les cadres supérieurs et tirée vers le haut, donc par ce groupe social, les cadres étant à la fois les pionniers de ce nouveau mode de consommation qui associe le logement, l'automobile et les biens d'équipement durable. C'est les trois, le logement, l'automobile et les biens d'équipement durable, étant enfin produits selon une logique de production de masse. Alors, cependant, cette nouvelle norme de consommation ne s'est pas imposée spontanément, elle ne s'est pas imposée à tous de manière homogène, et pour y parvenir, pour qu'elle soit acceptée, il a fallu un effort d'inculcation, un effort pour former un nouveau consommateur. Et pardon. Cela passe par finalement deux choses. D'une part, la propagande autour de l'American Way of Life qui est fait dans le cadre du plan Marshall, et d'autre part par le rôle important que joue en France le salon des arts ménagers. Alors le plan Marshall s'est accompagné d'une gigantesque opération de propagande qui, dans le cadre de la guerre froide, avait pour objectif de convaincre les Européens des bienfaits de la libre entreprise, d'une part, et d'autre part, de la nécessité d'imiter le mode de vie américain pour connaître à la fois prospérité et bien-être. Il y a on peut donner deux exemples de cette propagande. D'abord, une exposition itinérante qui va circuler en France, mais aussi dans les autres pays européens, qui a pour titre Le vrai visage des USA, et qui est centré évidemment sur le bien-être dont bénéficient les ouvriers américains, et d'autre part à la foire de Paris en 1955, mais on aura la même chose à celle de Rome l'année suivante, le pavillon américain joue un rôle important, et il y présente à la fois une maison modèle et, tout aussi modèle, un supermarché. D'autre part, cette propagande du mode de vie américain est faite évidemment par toute une littérature, par exemple le Reader's Digest, qui est largement diffusé à l'époque, par le film américain, mais il y a des propagandistes indigènes, si je veux dire, qui sont très enthousiastes. Alors il y a bien sûr Fourastier, avec un livre tout à fait intéressant, qu'on oublie beaucoup trop souvent, qui est Révolution à l'Ouest, qu'il publie en 1957, et puis, par exemple, un auteur bien oublié aujourd'hui, qui est André Mauroy, qui a séjourné aux États-Unis à plusieurs reprises, et notamment pendant la guerre, et qui a écrit une dizaine de livres sur, entre guillemets, la civilisation américaine. Mais les critiques sont en réalité beaucoup plus nombreux que les défenseurs du mode de vie américain, et on les trouve de la droite à la gauche de l'échiquier politique français. Ils visent trois choses, la standardisation, l'uniformité et le mauvais goût.
Et cette campagne de dénonciation va culminer dans la campagne pour l'interdiction de Coca-Cola qui est menée en 1949-1950 et dont la diversité des acteurs montre finalement l'étendue de cet anti-américanisme. Alors, c'est le Parti communiste qui a pris largement l'initiative du mouvement, mais il est très vite rejoint par le Monde, par les journaux progressistes, par les journaux chrétiens, soutenu évidemment par le lobby des boissons alcoolisées comme celui des jus de fruits, et ils vont tenter d'obtenir l'interdiction de la fabrication de cette boisson par une usine qui se montrait en France. Finalement, les actions menées en justice vont s'éteindre, le gouvernement français va calmer le jeu sous les pressions du gouvernement américain. Mais on pourrait tout aussi bien penser, alors c'est un tout petit peu, c'est juste 2 ans avant, penser à quelque chose de tout à fait semblable, qui est le bûcher sur lequel on a brûlé le Père Noël à Dijon, et qui provoque... Alors, l'Église justifie qu'on brûle le Père Noël parce qu'elle y voit des ferments d'hérésie, mais il faut se rappeler que le Père Noël est... Certes, ce n'est pas les Américains qui l'ont apporté dans leur Jeep en 1944, mais il contribue considérablement à la diffusion de ces nouvelles habitudes, et il y a toute une campagne sur le thème, on ne va pas renoncer au Noël chrétien traditionnel. Et là, en effet, celui-là de Noël, il a une dimension consumériste beaucoup plus forte. Et ce qui est très intéressant, c'est que la mairie de Dijon va reculer et va faire réapparaître le Père Noël sur le toit de la mairie, avec les applaudissements enthousiastes des enfants des écoles qu'on avait rassemblés pour l'occasion. Par ailleurs, alors ce qui est très important en fait dans l'affaire, l'histoire du Père Noël le montre bien, c'est qu'il y a un décalage très fort entre les intellectuels que le mode de vie américain horrifie et l'ensemble de la population. Tous les sondages le montrent. Les Français, dans leur immense majorité, sont favorables au mode de vie américain, et ils ont une image très positive de l'Amérique. Et de plus, pendant ces années, on commence à voir se diffuser largement un certain nombre de produits américains. Évidemment, on a les films d'Hollywood et le Régal Digeste, mais au-delà des objets de la vie quotidienne, le jean de Lévi-Strauss, les chewing-gums Hollywood, les cigarettes Marlboro, les montres Timex, les pneus Firestone, le Formica, les soutiens-gorge Playtex, et la liste remplirait de 2 ou 3 pages. Donc c'est le succès du mode de vie américain auprès des Français est tout à fait réel. Et les critiques seront tout au long des 30 Glorieuses en complet porte-à-faux avec ce que la masse des Français pense. Deuxième point important, c'est le Salon des arts ménagers, donc qui a initié en quelque sorte les Français à la consommation de masse. Le premier salon de l'après-guerre a lieu en 1948, il rassemble près de 800 000 visiteurs, c'est-à-dire pratiquement le double de celui du dernier de l'avant-guerre. Le succès est considérable, mais en même temps, il faut savoir qu'il attire plus les classes moyennes que les ouvriers, qui ne doivent pas représenter plus de 10% des visiteurs. Et le salon sera supprimé en 1983 parce qu'il a rempli sa mission. La majorité des ménages sont désormais équipés en biens électroménagers, et d'autre part, on n'a plus besoin de les initier à la consommation. Le salon était une gigantesque foire commerciale. On y présentait les produits, on pouvait les y acheter, mais il était aussi une espèce d'école. Il avait une mission pédagogique qui était d'éveiller le goût des Français pour le confort et de les inciter à moderniser leur foyer. Et c'est la raison pour laquelle le thème dominant, finalement, des salons, c'est la maison idéale. Et cette maison idéale, on va la présenter à travers la cuisine équipée, des meubles fonctionnels et l'électroménager. Alors, évidemment, du côté de l'électroménager, la vedette reste longtemps la machine à laver.
en 1948, donc pour le premier salon. Elle est présentée dans le hall, dans un des halls, et on a installé, comme si on était au cinéma, des rangées de fauteuils, et on fait tourner la machine. Alors c'est une machine américaine à hublot, donc on voit le linge. Alors on a fait attention de mettre du linge de couleurs différentes pour qu'on le voit vraiment, et les ménagères sont assises en rang serré devant la machine en question, et on entend des i, des o et des a d'admiration, parce que c'est un objet absolument incongru. Il faut imaginer que le linge, on le lavait à la main dans des lessiveuses. C'est tout autre chose qu'on leur présente. Enfin, il faut tenir compte du fait que rien n'aurait été possible sans la grande distribution, qui contribue à la fois à l'élargissement de la consommation et à la transformation du comportement du consommateur. Au lendemain de la guerre, donc, les structures du commerce français sont à la fois figées et sclérosées. Et Alfred Sauvy a une excellente formule pour résumer la situation. On vend au compte-gouttes ce qu'on produit en masse. Et donc, le rôle de la grande distribution, ce sera de vendre en masse ce que l'on produit en masse. Et la révolution commerciale, donc, qui débute au lendemain de la guerre, s'explique à la fois par l'influence américaine, mais aussi par un ensemble d'influences, d'initiatives endogènes. Les distributeurs français ont découvert les méthodes de vente modernes, pour reprendre la formule de l'époque, à Dayton, aux États-Unis, où ils ont suivi, ils sont 2300 à y être allés en 20 ans, l'enseignement donc de Trujillo. Ils en reviennent absolument impressionnés, mais en même temps convaincus que le transfert immédiat des méthodes américaines est impossible, et cela pour trois raisons. D'une part, la psychologie de la femme française y ferait obstacle, et plus sérieux, deux autres raisons, la faiblesse du pouvoir d'achat du consommateur français, et surtout l'insuffisance de l'équipement en frigo et en automobile. Cependant, le milieu du commerce ne reste pas inerte, et on voit se multiplier des revues qui ont pour but de faire connaître l'expérience américaine et d'aider les commerçants à la digérer, en quelque sorte. Et puis, surtout, on voit émerger une série d'innovations qui vont se développer jusqu'à ce qu'elles soient reprises et réunies par l'hypermarché. Alors, la première, c'est en 1948, le libre-service chez Goulet-Turpin à Paris, le discount est la seconde chez Leclerc à Landerneau en 1951, et enfin le supermarché avec Doc de France en 1959 à Bagneux. Les clients apprécient les prix bas, encore qu'il ne faut rien exagérer. Les supermarchés ne baissent que très très peu les prix par rapport au commerce traditionnel. La propreté, le fait d'avoir tous les produits alimentaires sous la main, tout cela constitue des avantages spécifiques de cette forme de distribution. Mais en même temps, il rencontre des difficultés d'adaptation, d'apprentissage. Alors le préemballage des produits les gêne beaucoup. L'attente aux caisses aussi. Le stress que l'on éprouverait devant l'abondance des produits mis à disposition. Le maniement du chariot. Une enquête de la revue des professionnels de la consommation, LSA, indique que les consommateurs demandent massivement à ce qu'on instaure des sens de circulation à l'intérieur des supermarchés. Et puis, l'absence de conseil. Précisément, il n'y a pas dans ces supermarchés en libre-service, il n'y a pas de personnel. Et enfin, la nécessité d'organiser ces courses autrement. Mais ils vont apprendre relativement vite, les consommateurs, et finalement voir dans la suppression du personnel et dans la vente assistée une forme d'autonomie et de liberté. Le vrai est accompli en 1963 lorsque Fournier et les frères de Forêt, qui ont ouvert en 1960 à Annecy un supermarché sur le modèle de celui de Bagneux, ouvre à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans la banlieue parisienne, ce qu'on va appeler, mais le mot n'existe pas encore, il ne circulera qu'après 1968, un hypermarché, et en réalité, il y avait sur le fronton du magasin ouvert
par Fournier et de Forêt, une banderole qui indiquait « Grand magasin qui vend à l'américaine ». Donc ça définissait assez bien comment ils voyaient finalement le magasin qu'ils étaient en train de créer. Alors c'est le premier hypermarché français. C'est peut-être pas le premier, contrairement à ce que j'ai longtemps cru, et je remercie Patrick Fridanson de m'avoir incité finalement, on avait une petite discussion là-dessus, à reprendre le dossier. Alors je ne suis pas convaincu que les travaux sur la question de nos collègues belges soient très approfondis, mais quand même, il me semble bien que le premier hypermarché aurait été créé en Belgique en 61. Cela dit, il y a quand même quelque chose. Alors, ce n'est pas une question de guerre de clocher ou de patriotisme mal placé. C'est simplement qu'il y a quelque chose qui s'est diffusé. C'est l'hypermarché français et pas l'hypermarché belge. Donc, il doit bien y avoir une raison. Et c'est cette raison-là qu'il faudrait comprendre. Mais, bon, nos collègues n'ont visiblement pas vu le même problème, enfin, le problème comme moi. Alors, l'hypermarché réunit toutes les innovations de la période, et en particulier, ce qui est évidemment important, il y a trois choses. C'est la localisation de l'hypermarché en périphérie des villes, 2, l'application du discount généralisé, et 3, le fait de tout vendre sous un même toit, c'est-à-dire à la fois des produits alimentaires et des non alimentaires. Les consommateurs apprécient beaucoup ce nouveau modèle de commerce, ce nouveau format, qui rencontre un énorme succès, et les sondages de l'époque montrent que les Français aimeraient qu'on en trouve partout des hypermarchés. Or, ils se diffusent très lentement. Il y en a un donc en 63, 76 en 69 et seulement 337 en 1977. Il en résulte une complète transformation des structures commerciales et d'autre part du paysage urbain, avec la création à la périphérie de zones commerciales chaotiques, avec un paysage de boîtes de chaussures. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est évidemment le fait que la grande distribution réalise l'articulation entre production de masse et consommation de masse. Quant à la conversion donc à la consommation de masse, on peut l'étudier à travers l'étude des budgets des ménages. Quantitativement, on constate un recul très fort, vous allez le voir, de l'alimentation et du vêtement, et au contraire, la progression de la part de toutes les autres consommations dans le budget des familles. L'alimentation tombe entre 49 et 74 de 44% à 26% du budget. Alors on parle ici du budget moyen des ménages. C'est une notion qui n'a qu'un intérêt limité. Et ce recul très fort de la fonction consommation dans le budget s'accompagne d'un recul des produits traditionnels, le pain, les pommes de terre, les légumes secs et le porc, et de la progression des produits élaborés. L'habillement subit une chute aussi importante puisqu'on passe de 16% à 9%, et là, le recul de l'habillement dans le budget s'accompagne d'une transformation complète de la garde-robe, avec le succès des vêtements plus légers et plus faciles à porter, l'effacement des codes vestimentaires stricts et la disparition d'un vêtement qui jouait un rôle important dans les garde-robes, mais qui n'existe plus aujourd'hui, qui est le vêtement du dimanche. Tous les autres postes du budget, au contraire, voient leur part augmenter. Alors d'abord, le logement, qui double en passant de 11 à 22%. Et pour surmonter la crise du logement, donc on a beaucoup construit, les Français auraient préféré des pavillons individuels, mais les pouvoirs publics ont choisi, pour des raisons à la fois économiques et d'urgence, et aussi pour des raisons idéologiques, des logements collectifs en grands ensembles, et la France va se couvrir de ces grands ensembles. En 69, on en compte 195 qui ont plus de 1000 logements. Parallèlement, les Français sont de plus en plus nombreux à être propriétaires grâce au développement des prêts bancaires de longue durée et à la vente sur catalogue. Dans la même période, on passe de 35% à
51% de propriétaires. Et les propriétaires sont plus nombreux chez les non-salariés et chez les cadres que dans les autres catégories de salariés. Malgré le choix en faveur, très fort et affirmé des pouvoirs publics en faveur du logement collectif, la maison individuelle progresse et elle finit par représenter 44% du parc de logements en 1975. L'important est que cet effort de construction s'est accompagné d'une transformation complète des conditions d'habitation et des habitudes des occupants. C'est lié au fait que les logements sont à la fois plus spacieux et plus confortables. C'est lié aussi à la spécialisation des pièces. Et par exemple, le statut de la cuisine en est complètement bouleversé, puisque désormais, on y mange de moins en moins, on mange de plus en plus dans ce qu'on appelait à l'époque la salle de séjour. Et il y a une raison supplémentaire, c'est non seulement la taille de la salle, mais aussi la présence de la télévision, et on mange en regardant la télévision, surtout le soir. Le fait qu'on ait des pièces spécialisées à la fois, donc on voit apparaître la salle de bain, hein, qui est quand même quelque chose encore très rare au lendemain de la guerre, et puis surtout les chambres individuelles. Ça, on va le voir après, c'est une modification qui a une importance absolument essentielle. Et de leur côté, les ménages font un gros effort d'aménagement et d'équipement de ces logements neufs. Il y a en fait en quelque sorte une envie d'avoir un aménagement intérieur de l'appartement qui soit au niveau de modernité des logements. Quant au transport, eh bien, il double aussi, hein, sa part dans le budget passe de 5 à 10%, et les 30 Glorieuses correspondent, vous le savez bien, à une phase de diffusion de masse de l'automobile. Le nombre de ménages propriétaires d'une voiture passe de 21% en 1953 à 70% en 1981. J'insisterai juste sur deux points. Le premier, c'est le rôle qu'a joué la présentation de la 4 chevaux donc, au premier salon d'automobile d'après-guerre en 1946, et qui marque le début de la restructuration du marché de l'automobile comme marché de masse. Et le deuxième point, et qui permet, et ce qui est important, c'est que la baisse du prix des véhicules permet évidemment la démocratisation de la voiture. Le deuxième point qu'il faut souligner, c'est le fait qu'on a longtemps prétendu que les constructeurs étaient peu attentifs finalement au désir de variété des automobilistes. En réalité, il n'en est rien. C'est la période dans laquelle on passe du véhicule unique à la gamme, et on construit à ce moment-là des gammes qui associent des véhicules aux caractéristiques et aux motorisations différentes. Simca le fait la première en 51, Renault en 61, et c'est Peugeot qui arrivera un peu plus tard. En somme, les constructeurs ont imaginé des produits qui sont à la fois homogènes et différents, et qui visent à toucher une clientèle large, répartie sur une large échelle de revenus. Et c'est dire que l'âge du Fordisme triomphant, pour vendre, il ne suffit pas de produire. Il faut vendre des produits qui correspondent aux attentes et aux goûts des consommateurs. Venons-en au monde des choses. Alors, tous les livres, alors vous pouvez le vérifier aisément, hein, qui parlent des objets de consommation pendant les 30 Glorieuses, et tous les manuels du secondaire le font, débutent inévitablement par une référence au roman de Pérec, les choses publiées en 1965. Il faut croire que jamais personne n'a lu ce roman, parce qu'il n'y est évidemment pas question à un seul moment de consommation de masse. Il est question de consommation d'objets de luxe de la part de petits bourgeois qui n'y arriveront jamais. Et donc si on veut connaître le monde de la consommation de l'époque, c'est certainement pas dans ce roman qu'on va le trouver, mais plutôt évidemment dans les catalogues des distributeurs et dans les enquêtes de l'INSEE ou du Crédoc. Alors à la fin des années 40, on manque de tout, et les choses doivent faire de l'usage. On les fait durer, on les répare à l'infini, et 30 ans plus tard, tout a changé. Le monde des objets est apparemment illimité, et on ne cherche plus à faire durer les choses, au contraire, on les renouvelle.
tous les aspects de la vie quotidienne des consommateurs ont été bouleversés par cet afflux de biens. Et ce qui est sans doute l'essentiel, évidemment, c'est l'équipement des ménages en biens durables qui a été au cœur de ce processus. Et j'en retiens 3. Le réfrigérateur, on passe de 7% en 1954 à 95% en 1980. Le lave-linge, de 8 à 79, et la télévision, de 1 à 90. Donc, alors ce qu'il faut ajouter, c'est que bon, la possession de ces 3 objets concerne presque la totalité des Français à la fin des Trente Glorieuses. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'équipement a progressé par vagues. Hein, et la diffusion s'accélère vraiment dans la deuxième moitié des années 60. Et pour les Français de l'époque, et aussi dans l'imaginaire des Français d'aujourd'hui, dans la mémoire qu'on en a gardée, ce sont ces équipements-là, les biens durables, qui symbolisent finalement l'accès à la modernité et au confort. Mais ce qui est plus important encore, c'est que pendant les Trente Glorieuses, c'est un nouveau rapport aux choses qui se définit, qui s'élabore. Et la sociologie contemporaine décrivait un homme écrasé par le poids des choses. Or, l'accumulation des biens n'a jamais écrasé les consommateurs de l'époque. Au contraire, on peut y voir une condition de la libération des contraintes et des routines. Alors d'abord, la mécanisation des tâches ménagères a fait disparaître des maisons toute une série d'objets traditionnels, de la cuisine à charbon ou à bois, de la cuisinière à charbon ou à bois, au fer repassé en fonte, à la lessiveuse en tôle, à la glacière, au garde-manger, et vous pouvez allonger la liste presque indéfiniment. Et en même temps, elle a libéré les femmes de toute une série de tâches auxquelles elles étaient assujetties, qui étaient des corvées pénibles. La conduite du feu, le pompage de l'eau, la lessive à la main, le nettoyage des seaux hygiéniques. Et là encore, vous pouvez allonger considérablement la liste. Et puis aussi, la diffusion de l'électroménager a contribué à une meilleure répartition des tâches à l'intérieur du couple. Alors, il ne faut rien exagérer, mais c'est réel, et les publicitaires en étaient d'ailleurs conscients, puisqu'ils avaient centré leur publicité, par exemple, sur la machine à laver, sur le fait que son maniement était si simple que laver le linge était désormais à la portée des hommes. Et c'est aussi la période, il faut se la rappeler, où Moulinex, pour le robot Charlotte, lance sa fameuse publicité Moulinex libère la femme. Et ce qui est évidemment important, c'est que la disparition de tous ces objets traditionnels et la mécanisation des tâches permet de réduire considérablement le temps consacré aux tâches domestiques, puisque entre 1947 et 1974, il passe de 52 heures à 26 heures. Depuis, la diminution a continué, mais sur un rythme beaucoup plus lent. Par ailleurs, le livre de poche, le transistor, l'électrophone, la télévision mettent tout un monde de loisirs et de culture à la disposition de l'ensemble de la population, alors qu'ils étaient auparavant réservés à une minorité aisée. La voiture brise le carcan de la proximité, elle permet de partir en vacances, et c'est un instrument extraordinaire d'affirmation de la liberté individuelle. Et il n'y a pas, y compris la mode féminine, qui fait du vêtement un moyen d'affirmation de soi, en consacrant le pantalon et la mini-jupe contre toutes les conventions de genre. La consommation de masse n'a pas non plus donné naissance à un monde uniforme. Car si les produits sont uniformisés d'un point de vue qu'on pourrait qualifier de typologique, ils varient par contre beaucoup d'un point de vue qualitatif, ce que traduisent bien évidemment les écarts de prix. Alors tout le monde achète un jean, une voiture ou un réfrigérateur, mais tout le monde n'achète pas le même, première chose, et deuxième chose, tout le monde n'en fait pas le même usage. Et de sorte que l'univers de la consommation, alors pour une raison simple, l'univers de la consommation est peuplé de marques qui se déclinent en gamme et en collection, donc de sorte que les produits se différencient à la fois matériellement et symboliquement, et donc que les consommateurs ont accès à une très grande diversité de biens.
Et par ailleurs, il faut tenir compte que, alors certes, les produits peuvent être différents, mais les consommateurs eux-mêmes n'en font pas le même usage, et que leur usage varie en fonction de la classe, de la génération, du genre, de l'origine nationale et évidemment du consommateur. Donc pas plus qu'il n'y a, et on va le voir plus loin, pas plus qu'il n'y a uniformité de l'offre, il y a conformisme du consommateur, ou du moins ce conformisme est beaucoup plus limité qu'on ne le prétend généralement. Qui plus est, l'accès à un nombre toujours croissant de biens de consommation n'a pas uniformisé les comportements des consommateurs, alors que la sociologie de l'époque, comme la presse, mais il y avait une espèce de perméabilité invraisemblable entre l'une et l'autre, ont passé leur temps à dire que la consommation est uniformisée. Or, paradoxalement, la consommation de masse a plutôt des effets individualisants. Le grand ensemble, en fait éclater les sociabilités et les solidarités de quartier. Et donc, on se retrouve avec un individu isolé. La machine à laver fait disparaître la lessive à jour fixe. Dans les villages, par exemple, on se retrouvait au lavoir, ou dans les immeubles populaires, on faisait la lessive ensemble le même jour. La salle de bain a remplacé les bains-douches. La télévision a favorisé le repli sur la famille, et du coup, elle a entraîné le déclin de tous les loisirs collectifs. Et grâce à la voiture, le bal du samedi soir, je puis dire obligatoire au village, ou dans les quartiers populaires, a été remplacé par la boîte de nuit et les surprises parties. En somme, pour reprendre une formule, à mon avis, très juste de Michel Véret, on a assisté à une décollectivisation des pratiques de consommation. Alors venons-en aux deux groupes que je vais présenter rapidement. Alors, par souci de temps, et n'y voyez aucune forme de mépris, j'ai éliminé les paysans, et je n'ai conservé que les classes moyennes et les ouvriers, parce que c'était suffisant pour la démonstration d'aujourd'hui. Alors les classes moyennes forment une nébuleuse en expansion, et en particulier le groupe des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Et ce groupe en expansion et les cadres en particulier, ont une forte avance sur toutes les autres catégories socio-professionnelles. Si on calcule une moyenne de 100 de la consommation de tous les groupes sociaux en 1971, les cadres supérieurs sont à 182, les cadres moyens à 125, les employés à 112, les commerçants et artisans à 109, les ouvriers à 85, les agriculteurs à 69 et les ouvriers agricoles à 63. Donc pour les écarts maximum entre le cadre et l'ouvrier agricole sont de 1 à 3. Le groupe des cadres a élaboré un mode de consommation que les autres groupes sociaux vont chercher à imiter, mais ils vont le faire à partir de leur propre mode de vie. C'est-à-dire que c'est une imitation qui est en même temps une réinterprétation. Commençons par l'alimentation. Deux mots, c'est une alimentation qui est plus légère et diététique, et qui trouve un écho dans la mode de la nouvelle cuisine. L'habillement oscille entre un style BCBG, les cadres achètent 2 fois plus de tailleurs et 3 fois plus de costumes que tous les autres groupes sociaux réunis. Donc ça oscille entre le style BCBG et un style décontracté, dont ils sont les pionniers, notamment avec le port du jean, des vêtements de sportswear et du pullover. Et côté femmes, pour la diffusion donc du pantalon, qui n'est plus simplement réservé aux loisirs et aux vacances, mais qui gagne progressivement la rue et même le milieu de travail. Mais il faut se rappeler que en 68 encore, plus de la moitié des entreprises interdisaient le port du pantalon sur le lieu de travail. L'important est que les cadres, et surtout leurs femmes, s'habillent en prêt-à-porter. Et le prêt-à-porter qui propose une copie de produits de haute couture
beaucoup plus soignée que ne le faisait la confection industrielle, à des prix abordables et dont la réussite repose sur le mélange de création et d'industrialisation. La mini-jupe, qui est lancée par Courrèges en 67, en est un très bon exemple. Troisième point, le logement. Alors, on assiste à Paris et dans les grandes villes de province à la multiplication des résidences de standing, dont le discours de promotion, et il est intéressant, mais insiste sur le fait que c'est tout un art de vivre nouveau qui va se développer, sur la notion de privilège, sur la notion de modernité, de luxe et de vacances. Et la réalisation la plus impressionnante de l'époque étant par l'I2 dans la région parisienne, mais il ne faudrait pas en déduire que tous les cadres vivent dans des résidences de standing, on en est très loin. En 63, par exemple, 35% des cadres dans la région parisienne habitent un HLM. Ce sont les cadres supérieurs qui dépensent le plus pour l'équipement du foyer, mais à mesure que ces équipements se banalisent, leur consommation se déplace vers des produits un peu plus distinctifs. Alors on le voit très bien, par exemple, pour la télévision, où on passe du noir et blanc à la couleur, de la couleur au magnétoscope, du magnétoscope au téléphone portable, au téléviseur portable. Et l'évolution continuera par la suite. En matière d'ameublement, on retrouve la même distinction que pour le vêtement. On a deux versions finalement. On a une version de BCBG qui repose sur l'acquisition de meubles anciens, et puis on a un style fonctionnel qui est décliné en deux versions. Alors une version jeune qui est diffusée par Prise Unique, et c'est une collection intéressante parce que le designer de cette collection n'est autre que Conran, le créateur d'Habitat, et puis une collection plus huppée qui est Rocher-Beaubois, mais en réalité, quand on regarde les inventaires ou les photos des logements de l'époque, on s'aperçoit que ça, c'est une distinction idéale typique. Dans la réalité, on a beaucoup d'éclectisme et on a aussi bien les meubles anciens que le fameux duo canapé table basse, avec le canapé au ras du sol de Roche-Beaubois, des meubles dits modernes en stratifié, et tout cela se mélange. Pour les loisirs, les cadres arrivent en tête pour toutes les dépenses culturelles, et notamment pour les plus légitimes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait presque dire, en caricaturant, que les cadres ont leur propre magasin. Et ce magasin, c'est la FNAC. Et qui a été créé donc en 1954 par Terret et Essel, dont la formule a évolué sur le plan des méthodes de commercialisation. Mais ce qui est très important ici, c'est que ce type de commerce associé, on fait deux choses. Il associe la démocratisation des biens culturels avec la défense du consommateur. Et enfin, les vacances, et de toutes les CSP, ce sont évidemment les cadres qui partent le plus. En 1976, 90% d'entre eux sont partis en vacances, contre une moyenne nationale de 52%. Alors, ils ont ceci de particulier, c'est qu'ils dépensent, ça donne une idée de ce que représentent les vacances d'un cadre par rapport aux vacances des autres catégories de la population. Ils dépensent 5 fois plus qu'un ouvrier. Ils partent plus longtemps, 31 jours contre 25. Plus souvent, ils partent l'été et l'hiver. Et les vacances des cadres sont associées à l'apparition d'un nouveau type de vacances, qui est les vacances en club, dont le modèle est évidemment le Club Méditerranée, qui a été créé en 1950, et qui offre un cocktail de vie en communauté, de rupture avec les conventions, d'abondance de vie sauvage et de permissivité sexuelle. Et on aurait ici une espèce d'incarnation du rêve qui dominait à l'époque de ce qu'on appelait les vacances libérées. Alors une autre formule de vacances se développe simultanément, qui est plutôt pour les classes moyennes un peu moins argentées, un peu plus jeunes, qui est une formule minoritaire, c'est le voyage de découverte, qui est organisé par des tours opérateurs qui sont des petites structures à l'époque comme Nouvelle Frontière ou comme le Point Mulhouse, et qui vont faire découvrir le voyage en charter d'abord et puis low cost après, vers des terres lointaines.
Cependant, ce qui est important, c'est que tout au long de la période, alors on retrouve là nos sociologues critiques, et on retrouve aussi la littérature de l'époque, on ne cesse de dénoncer le tourisme de masse, la massification, l'obsession photographique, le snobisme culturel, c'est-à-dire qu'on va visiter des monuments auxquels on ne comprend rien, l'obligation d'être heureux et le conformisme de masse. On a des troupeaux, si je puis dire, qui se déplacent ensemble. Et la signification, en fait, de ce discours est extrêmement intéressante. Je pense qu'il y a d'un côté cette espèce de mépris habituel des intellectuels pour les gens ordinaires, et puis il y a un fait massif, à mon avis, c'est le fait que, à mesure que les vacances deviennent un fait commun, tout le monde part en vacances, s'affirme dans une partie des classes moyennes le désir de se distinguer et de prendre ses distances. Et d'où cette critique, et aussi l'apparition, en toute fin de période, de formes de vacances qu'on va retrouver dans la période précédente, suivante, mais sous une forme beaucoup plus développée. Alors venons-en aux ouvriers. La question qui se pose et qui est toute simple, c'est: les ouvriers sont-ils embourgeoisés? Alors c'est ce que prétendent une partie des sociologues, notamment l'américain Nisbet, mais d'autres, par exemple un Anglais qui a fait un travail absolument remarquable sur les ouvriers de 3 usines anglaises, Goldthorpe, montre que, en fait, l'acquisition des biens culturels n'entraîne pas du tout l'adhésion au mode de consommation des classes moyennes, et ne se traduit pas non plus par une extinction de la conscience de classe. Je crois que ce qui est vrai pour l'Angleterre est vrai également pour la France, car si le mode de vie des ouvriers se transforme, ils gardent néanmoins une très très forte spécificité. Alors en 71, un ouvrier consomme 2,5 fois plus qu'en 51, mais il se situe toujours très en dessous de la moyenne et très loin des cadres. Un cadre, on l'a vu tout à l'heure, consomme grosso modo 2 fois plus qu'un ménage ouvrier. L'alimentation, alors c'est une évolution qui est intéressante. Certes, sa place dans le budget a diminué, mais en valeur absolue, les dépenses d'alimentation ont augmenté. Mais les ouvriers consomment toujours moins que les groupes sociaux situés au-dessus d'eux dans la hiérarchie sociale. Et cette consommation conserve une très forte spécificité. D'abord, les aliments traditionnels, ils sont beaucoup plus représentés que dans tous les autres groupes sociaux, et notamment, ils recherchent des aliments qui sont nourrissants et bon marché, le pain, les pâtes, les pommes de terre, le porc. Et l'autoconsommation joue un rôle très, très important. Il faut se rappeler que 41% des ouvriers ont un jardin potager en 1970. Alors si la consommation des ouvriers garde une spécificité très forte, on pourrait dire d'ailleurs que les surconsommations des ouvriers correspondent aux sous-consommations des cadres et inversement, c'est tout simplement parce qu'il y a d'une part une contrainte économique qui continue à peser très fortement sur les budgets ouvriers, et puis d'autre part il y a la représentation que les ouvriers se font de la nourriture. La nourriture doit tenir au corps pour pouvoir entretenir la force de travail. Et ce qui fait que le type de menu que décrivait Bourdieu dans la distinction pour les cadres, qui était grillade, haricots verts, yaourt, n'est pas tout à fait celui qui domine dans les familles ouvrières. Pour le vêtement, on a l'affaire à peu près la même chose. Ils dépensent 2 fois moins que les cadres pour s'habiller, ils renouvellent beaucoup moins souvent leur garde-robe et ils s'habillent surtout dans les grandes surfaces et sur les marchés plutôt que dans les boutiques spécialisées. Pour le logement, on a une terrible insuffisance en début de période du logement ouvrier, et ce qui explique l'aspiration, mais qui est très générale, à être mieux logé. Mais cette aspiration doit attendre en fait le début des années 60 pour pouvoir commencer à se réaliser vraiment. Et encore, les progrès restent limités. En 72, par exemple, seuls 69% des ouvriers ont l'eau courante et 40% le chauffage central. Donc il y a encore il y a une marge de progression considérable.
Alors cependant, grâce au HLM, les ouvriers découvrent le confort moderne qui se résume enfin, dans 2 pièces, la cuisine et la salle de bain. Et malgré les défauts des HLM qui sont réels, 88% des ménages affirment être tout à fait satisfaits du logement dont ils sont locataires. Ce qui est important, c'est que l'entrée dans un logement neuf, je l'ai déjà signalé tout à l'heure, entraîne un effort d'ameublement et d'équipement qui est très important et qui va permettre d'accéder au modernisme. Hein. Il y a les interviews d'ouvriers qui disent qu'il faut être moderne sont absolument innombrables. Mais néanmoins, les habitudes restent fortement enracinées. Un livre tout à fait étonnant d'un sociologue sur la rénovation d'un quartier populaire et ouvrier du 14e arrondissement parisien le montre bien. Alors ces ouvriers ont quitté leur logement et ont été relogés dans des immeubles neufs. Certains, alors qu'ils ont le chauffage central, conservent un poêle à charbon, par précaution. Alors c'est très étrange, puisqu'il n'y a pas de cheminée. D'autres, alors qu'ils ont tous une baignoire, là, les fameuses baignoires sabots, là, carrées, tous ont une baignoire, et pourtant, beaucoup continuent à aller au bain-douche. Et puis, alors c'est un cas unique, mais il est quand même intéressant d'une certaine façon, parce qu'ils ont le sentiment d'être entraînés dans un courant de dépenses que rien ne saurait arrêter. Et l'auteur a interviewé un ouvrier qui a une 50aine d'années, qui vient de développer ce point de vue, et le sociologue précise que la fenêtre de la cuisine se trouve être devant un réverbère, et que donc le soir, il n'éclaire pas dans la cuisine, parce que le réverbère suffit à éclairer la cuisine. Donc il y a encore, dans une partie de la classe ouvrière, celle que l'on pourrait qualifier des ouvriers, comme étant les ouvriers traditionnels, la défense d'un mode de vie traditionnel, y compris dans des formes d'économie qu'imposaient les revenus limités des périodes antérieures. Alors, on va sauter tout ça. Je saute là quelques développements, et pour insister sur le budget transport. Alors, c'est un budget qui est important, pourquoi? Parce qu'il est multiplié par 7,5. Or, rappelez-vous, le budget des ménages ouvriers a été multiplié par 2,5. Donc, ils font un effort considérable pour se motoriser, et on passe de 8% d'ouvriers ayant une voiture en 1951 à 80% en 1976. Donc un bond qui est considérable, mais je reviendrai plus loin sur la question de la voiture, parce que ce n'est pas ça le plus intéressant. Quant aux loisirs, on pourrait dire qu'on a affaire à un budget croupion, quelques centaines de francs, qui ne donne aucune possibilité d'arbitrage, ce qui fait que les ouvriers sont en retrait sur toutes les consommations, sur tous les autres groupes sociaux, enfin, pour toutes les consommations, pardon, sur les classes moyennes, et que finalement, il y a un loisir qui l'emporte sur tous les autres, c'est la télévision, qui est devenue, selon le mot de Michel Véret, le loisir axial de la classe. Quant aux vacances, là on voit quelque chose qui est très intéressant. Pendant longtemps, alors qu'ils bénéficient depuis 1936 de 2 semaines de congés payés, la majorité des ouvriers ne partent pas en vacances. Ils prennent bien des congés, mais ils les passent chez eux, ils les prennent de manière fractionnée par période de 3-4 jours, et finalement ils utilisent ces 3 ou 4 jours de congés comme un dimanche ordinaire. On bricole, on jardine, on va se promener, mais on ne part pas en vacances. Et ce n'est que parce que les revenus augmentent, et parce qu'on passe à 3 et puis 4 semaines de congés, qu'ils vont être de plus en plus nombreux à partir. Mais les vacances ont un coût, et donc les formes de logement qui dominent sont l'hébergement en famille, chez les amis, et le camping. Et puis on voit apparaître aussi, chez les ouvriers, mais c'est évidemment une formule totalement différente, le club de vacances avec maison familiale, village vacances famille et tourisme et travail, qui ont la particularité d'être toujours situés dans des sites magnifiques, d'offrir un confort très sommaire, même s'il y a une amélioration au cours du temps, de proposer des activités éducatives, des divertissements et du sport. Et ce sont
essentiellement des ouvriers et des employés qui forment la clientèle de ces clubs de vacances. Alors question, y a-t-il eu ou pas convergence des modes de consommation? Si vous m'avez écouté attentivement, vous avez vu que non. Mais je vais insister, convaincu, comme le disait Napoléon, que la meilleure des formules de pédagogie, c'est la répétition. Et la généralisation donc, de l'électroménager, de la télévision et de la voiture, l'amélioration du confort des logements, l'accession d'un nombre croissant de ménages à la propriété, le port par presque tout le monde du jean, le barbecue du dimanche, le fait qu'on fait ses courses dans les grandes surfaces, a été interprété comme une uniformisation de la consommation, ou du moins comme une convergence des modes de vie. Et l'idée que la démocratisation de la consommation équivaudrait à une homogénéisation, donc, est en fait une idée qui est de manière surprenante, ça remonte très loin dans le temps. Je l'ai repéré dès les années 1830-1840, c'est-à-dire que à chaque fois que les ouvriers adoptent des habitudes qui sont celles d'un groupe social supérieur, les observateurs sociaux y voient un effacement des barrières de classe. Et à chaque fois que ce phénomène se reproduit, cette thèse donc, de la convergence des modes de consommation et de l'effacement des différences de classe reprend du service. Alors évidemment, pendant les Trente Glorieuses, elle a beaucoup servi. Et si les classes, les cadres supérieurs incarnent bien un mode de consommation à imiter, évidemment que dès lors que les écarts de revenus sont aussi importants que ce qu'on a vu, les chances, enfin les possibilités plutôt, qu'il y ait une convergence des modes de vie, et encore plus une uniformisation, sont totalement invraisemblables. Alors d'une part, il n'y a pas eu de rattrapage, pour une raison très simple, c'est que les ouvriers consomment, les cadres supérieurs consomment 2 fois plus que les ouvriers, et 3 fois plus, on l'avait vu, que les ouvriers agricoles. Donc le rattrapage n'a pas eu lieu. D'autre part, même si les écarts se sont réduits, et ils se sont réduits par rapport à la période précédente, les structures des budgets restent totalement hétérogènes, différentes. Et il suffit pour s'en rendre compte de prendre un exemple, le poids de l'alimentation dans un budget. Chez les cadres moyens, il représente 24%. Chez les employés, 26%. Chez les ouvriers, 32%. Chez les agriculteurs, 39%. Et chez les cadres supérieurs, 19%. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu convergence des structures des budgets. Et quel que soit le point de vue dont on se place, les écarts ou les structures, on aboutit à la même conclusion, les dépenses restent terriblement hiérarchisées. Et l'exemple de la voiture le montre bien. Mais l'analyse pourrait être étendue à tous les postes du budget. En 1976, 80% des ouvriers ont une voiture. C'est vrai. Mais ils sont moins nombreux à en posséder une que les cadres supérieurs, qui sont 92 à en avoir une. Et surtout, on voit apparaître un phénomène qui creuse à nouveau les différences, c'est la multimotorisation. Et les ouvriers, là, sont très à la traîne par rapport aux cadres supérieurs. D'autre part, ils achètent plus souvent ce qu'on appelle les voitures populaires, qui sont plutôt des petites voitures, que les voitures de standing et les voitures étrangères. D'autre part, ils les achètent plus souvent d'occasion que neuves, à la différence des cadres. Elles sont moins puissantes que celles des cadres. Leurs voitures sont plus anciennes. Elles ont un âge moyen de presque 6 ans, quand celles des cadres n'en ont pas plus de 4. Et ils les entretiennent eux-mêmes, pour les 3 quarts, même quand ce n'est que le cas d'un tiers des cadres qui le font. Et enfin, elles n'ont pas le même usage, elles ne roulent pas autant. Les cadres font à peu près 15 000 km par an, quand les ouvriers n'en font que 10 000. Alors pour toutes sortes de raisons, ils l'utilisent moins que les cadres pour aller au travail, ils partent moins ou peu en week-end, et ils partent aussi moins loin en vacances. Donc l'exemple de la voiture résume bien, je crois, toute la démonstration. Il n'y a pas eu uniformisation de la consommation, même s'il y a eu démocratisation. Mais ce sont des choses totalement différentes. Alors venons-en à la France d'aujourd'hui, et la nouvelle période
qui s'ouvre dans la consommation dans les années 70-80 est marqué par de profondes transformations qui sont liées à l'émergence d'un nouveau régime d'accumulation du capitalisme, donc qui est à la fois globalisé et financiarisé. Alors, je ne vais évidemment pas développer, je n'en ai pas le temps. Après le choc pétrolier, donc de 73, la consommation subit un ralentissement qui est de plus en plus prononcé au fur et à mesure. Aujourd'hui, enfin depuis la crise de 2008, elle ne progresse plus que de 0,7% par an. Alors l'écart est considérable, on était à un peu plus de 4,3 ou 4% dans les années 60-70. Par ailleurs, la demande est désormais caractérisée par une différenciation croissante des goûts et des attentes des consommateurs qui sont liées à la transformation de l'organisation du travail, aux mutations de la famille, à l'affaiblissement des grandes institutions et à la diffusion de l'individualisme. Ce qui fait qu'on a affaire à la multiplication, enfin une micro-différenciation des modes de vie et de consommation qui vient se superposer à la structuration en classe sociale, mais qui ne l'efface pas, on va le voir. Et c'est cette évolution que l'économiste Robert Rochefort avait résumée d'une formule très astucieuse, qui est pour la décrire, il parlait de consommation de masse personnalisée. Alors, cela se traduit du côté de l'offre par la mise sur le marché de produits très diversifiés, qui se renouvellent rapidement, et du côté de la distribution par une politique qui est centrée sur la différenciation des formats et des assortiments, l'objectif étant de toucher des clientèles spécifiques. Mais évidemment, et contrairement à des discours qu'on trouve dans les revues de marketing ou dans celles de sociologie, on n'a pas affaire à une politique qui viserait le consommateur en tant que personne singulière. En fait, si la demande se vit de manière individuelle, en revanche, ce que font les distributeurs, c'est de l'unifier, de l'homogénéiser pour pouvoir s'adresser à des groupes relativement stables. D'autant qu'il suffit de réfléchir pour se rendre compte que dès que même lorsque un groupe de consommateurs ne représente qu'1%, ça représente quand même 600 000 individus. Donc on est déjà dans un phénomène de masse. On n'est pas dans l'artisanal. Hein. Et enfin, ces transformations de la consommation ne nous font pas rentrer dans ce que Lipovetsky, dans Le Bonheur paradoxal et dans ses livres précédents, a appelé l'hyperconsommation. Alors, il prétend que le consommateur de la période contemporaine n'est plus affilié à quelque groupe social que ce soit, dont il ne subirait plus donc les oukases, mais qu'au contraire, il est mu simplement par la recherche du plaisir narcissique, c'est des formules que je lui emprunte, hein, et un hédonisme des changements perpétuels. En réalité, toutes les enquêtes empiriques, ce qui n'est pas le cas du livre de Lipovetsky, toutes les enquêtes de sociologie empirique le démontrent, la consommation n'est pas émancipée des déterminismes sociaux, et si la description que fait Lipovetsky de la consommation d'aujourd'hui a quelques valeurs, c'est peut-être, mais avec beaucoup de pincettes, à la seule consommation des couches sociales les plus riches qu'elle pourrait s'appliquer. L'entrée dans un nouveau régime de croissance capitaliste a entraîné l'effritement de la société salariale qui avait été la base de la consommation de masse pendant les 30 Glorieuses. Et si bien que, loin de se poursuivre, la dynamique qui réduisait les inégalités au sein du salariat et qui étendait les protections dont il bénéficiait, s'inverse à partir des années 80, si bien qu'on constate une double évolution. D'une part, en termes de revenus, les classes moyennes, et surtout les classes moyennes supérieures, s'éloignent de plus en plus des classes populaires et des petites classes moyennes, et de l'autre, le fossé à l'intérieur du salariat d'exécution se creuse entre les salariés stables et protégés, qui sont encore les plus nombreux, et un salariat précaire qui est caractérisé par l'absence de sécurité professionnelle, par une grande mobilité et par la faiblesse des revenus, et qui forme les gros bataillons de ce qu'on appelle les pauvres aujourd'hui, qui représentent à peu près quand même
14 à 15% de la population française. Alors, commençons, je suis le même plan, hein, les classes moyennes et ensuite les ouvriers, enfin les classes populaires, pardon. Les classes moyennes donc, poursuivent leur expansion et elles passent de 30% en 1975 à 41% en 2005, et le groupe qui croît le plus vite, c'est le groupe des cadres et des professions intellectuelles supérieures qui passe de 7 à 14%. Alors, ce groupe connaît un processus de dualisation, je viens de l'indiquer. D'un côté, les classes moyennes inférieures voient leurs revenus progresser très faiblement. Elles ont une peur très forte du déclassement. Et enfin, elles ont été très fortement ébranlées par la crise sociale de 2008 et ses suites. Et de l'autre côté, les couches supérieures bénéficient de revenus élevés et qui progressent plus vite, et de l'autre, d'une ascension sociale. Alors, si on regarde maintenant par poste de budget, mais je ne vais pas tous les reprendre, je n'ai pris que ceux qui sont les plus significatifs de manière à faire apparaître clairement l'évolution. Si on regarde le logement, on s'aperçoit que les couches moyennes dépensent plus que toutes les autres CSP, et elles sont le plus souvent propriétaires de leur logement, même si la proportion de propriétaires augmente plus dans les ménages aisés et les hauts revenus, alors que non seulement elle a cessé d'augmenter, mais qu'elle diminue parmi ce que les sociologues appellent de manière plaisante les petits moyens. C'est-à-dire que là, on voit la proportion de propriétaires tomber de 52 à 39%. À Paris, comme dans toutes les métropoles régionales, on assiste à une véritable conquête bourgeoise de l'espace urbain, avec la gentrification des vieux quartiers populaires centraux et l'implantation dans les banlieues les plus proches, celles qui sont les mieux desservies et les mieux dotées en services, et où on peut concilier donc maisons individuelles, faible densité urbaine, capital paysager et rapidité d'accès au centre urbain. Les classes moyennes inférieures participent aussi à ce mouvement, mais de manière beaucoup plus limitée. On n'a pas affaire à cette espèce de mouvement d'autoségrégation qu'on constate chez les cadres. Au contraire, elles quittent effectivement les banlieues. Leur objectif est de quitter donc ces banlieues dégradées et appauvries, et de mettre la plus grande distance possible avec le monde des cités. Mais on constate qu'elles se mélangent davantage. Et les espaces dans lesquels elles habitent sont des espaces mixtes. Souvent, on y trouve, dans des proportions variables, ces petites classes moyennes, un peu de cadres supérieurs et beaucoup d'ouvriers. Le pavillon, et c'est important, a changé de statut par rapport à la période précédente. Il était naguère la matérialisation de la réussite sociale. Il n'est plus aujourd'hui que une sorte d'attribut de la normalité sociale. Et si les classes moyennes trouvent dans le périurbain un espace qui est à leur image, c'est parce que le prix du foncier joue le rôle d'un filtre. Et pour habiter les secteurs qui sont jugés à la fois les plus agréables, les plus sûrs et les mieux fréquentés, chaque ménage s'efforce, dans la mesure de ses moyens, mais c'est une espèce de course à l'échalote, de maintenir la distance qui le sépare avec le groupe social inférieur, si bien qu'on a affaire à un phénomène qu'on appelle aujourd'hui, et je pense que c'est assez astucieux de l'utiliser, d'utiliser le mot, on assiste à un phénomène de clubisation. Et il faut un ticket d'entrée. Et le ticket d'entrée, c'est le prix du foncier. Pour la culture et les loisirs, les cadres conservent leur avance sur tous les autres groupes sociaux, et c'est encore eux, évidemment, qui dépensent le plus pour les loisirs et la culture. Cependant, et la distance reste importante avec tous les autres groupes sociaux pour ce qu'on appelle les activités, enfin les pratiques culturelles les plus légitimes. Cependant, depuis les années 70, on observe une modification assez importante du comportement. D'abord, les pratiques culturelles légitimes reculent, et en particulier la lecture. Dans l'enquête du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, il y a quelque chose de très étonnant. Jadis remonte à 20 ans, 25 ans, les gros lecteurs étaient les lecteurs qui lisaient plus de 20 livres par an.
Aujourd'hui, les gros lecteurs sont ceux qui en lisent plus de 10. C'est une modification, alors, sur laquelle les auteurs de l'enquête n'attirent pas, à mon avis, assez l'attention, mais qui en dit long, en fait, sur les pratiques culturelles. Et par ailleurs, la frontière est aujourd'hui très perméable entre les pratiques culturelles dites savantes ou légitimes et les produits de la culture de divertissement de masse. Si bien que ce qui semble dominer aujourd'hui la culture des cadres, c'est l'éclectisme. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que dans cet éclectisme, on a vu déclasser la musique classique qui a été remplacée par le rock. Et d'ailleurs, vous pouvez, si vous avez une collection sur une longue période du monde, la manière dont le monde présente les dernières parutions discographiques est extrêmement intéressante. Il y a eu une époque, 35-40 ans de là, où chaque semaine, il y avait une demi-page qui présentait les nouvelles parutions de disques de musique classique et seulement de musique classique. Et une fois par mois, la musique de variété. Mais ce n'était pas le même jour et on ne mélangeait pas. Puis, il y a eu un jour, 15 ans après, où Le Monde a présenté, sur la même page, la musique classique et la musique de variété. Mais la musique classique arrivait toujours en tête, puis il y avait une séparation très nettement marquée, et on avait les variétés. Aujourd'hui, c'est dans la même colonne, c'est en désordre, et il y a des jours où il n'y a pas de musique classique. Et je pense que, pour une fois, le titre de journal de référence est pleinement mérité. Alors, on a aussi quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est que le goût des classes moyennes supérieures s'est modifié, non seulement en musique, mais dans un autre domaine, et c'est le goût pour ce qui est des produits exotiques et lointains. Ça va de la musique au cinéma en passant par la cuisine. Et donc finalement, ce qui caractérise aujourd'hui la culture des cadres, c'est à la fois l'éclectisme et le cosmopolitisme. Alors, et des cadres supérieurs seulement, parce que ce qui est intéressant, c'est que les cadres, enfin les couches moyennes inférieures, elles, au contraire, font dans l'hyperconformisme. C'est-à-dire qu'elles copient le mode la culture des cadres de la période précédente. Quant aux vacances, c'est toujours les cadres qui partent le plus en vacances, moins parce que la crise est passée par là et ils partent moins que dans la période précédente. Mais surtout, le style de vacances qu'ils ont aujourd'hui les différencie profondément. Alors, d'abord, ils partent plusieurs fois dans l'année, ça n'a pas beaucoup changé, beaucoup plus en avion qu'à la période précédente, à l'étranger, beaucoup plus aussi, et évidemment, ils pratiquent beaucoup plus le sport d'hiver que tous les autres groupes sociaux. Et ce qui est important, c'est que, à mesure que les formes, que le tourisme de masse se banalisait, les cadres supérieurs, mais les classes moyennes de manière générale, se sont tournés vers des formules plus sélectives. Alors ça se traduit comment? D'une part par une espèce de montée en gamme du Club Med, et là il y a quelque chose qui est très parlant, c'est la pratique aussi de choses plus, la diffusion de pratiques plus individualistes qu'auparavant. On a renoncé au paréro, au tutoiement, et les chambres ferment à clé. Par ailleurs, on a aujourd'hui un standing très différent. On a des hôtels qui sont 4 et 5 étoiles. On était très loin de la hutte polynésienne des années 60. Et puis, surtout, on a vu se développer quelque chose qui était apparu à l'extrême fin de la période précédente, qui sont des formes, alors là, beaucoup plus sélectives encore, de vacances, qui concernent ceux que rebute le tourisme de masse, forme colonie de vacances, même de luxe. Et ça prend... ce sont des petits voyagistes, il y en a 2 en particulier, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est Terre d'Aventure et Voyageurs du Monde, qui développent ce qu'on pourrait appeler le tourisme sur mesure. Alors pour l'un, le Terre d'Aventure, c'est plutôt la randonnée
authentique, en petits groupes, et de l'autre, avec Voyageurs du Monde, c'est le voyage totalement individuel sur mesure, avec chauffeur, guide et voiture. Et évidemment, ça a un coût. Et ces formules de vacances-là, qu'elles jouent sur le confort ou sur la liberté, rentrent évidemment pleinement dans le luxe de masse. Et c'est le dernier point que je voudrais développer concernant les cadres. Alors que le luxe était faiblement, enfin les produits plus exactement de demi-luxe, étaient faiblement diffusés pendant les Trente Glorieuses dans les classes moyennes, à partir des années 70-90, ils connaissent une large expansion et c'est lié à la montée en puissance des grands groupes comme LVMH, Kering, L'Oréal et Hermès, qui à la fois jouent la carte de la démocratisation et ont adopté une démarche qui est à la fois industrielle et marketing. Et ce luxe de masse, ce demi-luxe, s'accompagne de la multiplication des lancements, de la déclinaison des produits et de l'ouverture d'un nombre considérable de magasins. Vous n'avez qu'à prendre une carte de Paris et regarder le nombre de magasins LVMH dans la capitale. Et parallèlement à cette expansion du demi-luxe, il y a quelque chose qui est très important, c'est le fait que les prix du luxe ont augmenté. Et or, l'envie des classes moyennes de posséder des produits luxe, elle n'a pas diminué. Ce qui est à l'origine de la progression d'un nouveau type de commerce, qui est le commerce de luxe d'occasion. Sur des sites où les produits sont authentifiés, expertisés, bénéficient d'une fiche descriptive individuelle, et ça a un avantage extraordinaire, c'est-à-dire que cela vous permet d'avoir des produits de marque pour un prix très inférieur. Donc, des formes nouvelles, renouvelées de la consommation de luxe. Et puis, et j'en finirai là avec les classes moyennes, on assiste à l'apparition d'une nouvelle figure du consommateur, ce que moi j'appelle le consommateur vertueux. Alors, le consommateur vertueux, c'est un consommateur qui représente à peu près 14% de la population, d'après une enquête du Credoc. C'est celui qui a choisi, enfin qui privilégie ce qu'on appelle la consommation choisie, c'est-à-dire l'achat d'occasion, le recyclage, le faire soi-même, une alimentation au fil des saisons, des produits locaux, les circuits courts, la mobilité douce, le covoiturage et l'hébergement entre particuliers. Et si la préoccupation écologique n'est pas absente, en réalité, la principale préoccupation de ce type de comportement est strictement économique. Il s'agit de maximiser son pouvoir d'achat de manière à pouvoir dépenser davantage sur les loisirs et les vacances. Alors, ce n'est pas une invention, hein, c'est ce que disent tous les sondages qui visent cette catégorie de la population. Et la diffusion de nouvelles façons de consommer n'est pas dissociable d'une nouvelle culture de la consommation que diffuse toute une littérature. Vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie, vous verrez qu'il y a plusieurs étagères qui y sont consacrées, toute une littérature qui vous explique comment changer vos habitudes de consommation. Et l'idée sous-jacente est que le consommateur d'aujourd'hui doit être un consommateur informé pour pouvoir faire des choix éclairés, autant dire qu'il doit tout savoir des produits, il doit savoir d'où ils viennent, qui les fabrique, comment et avec quoi. Et une sociologue américaine, Elizabeth Curry-Dalskett, l'a très bien montré, la transparence qui est recherchée n'est pas un plus, c'est la transparence qui est visée. Ce n'est pas une valeur ajoutée, c'est la valeur par excellence. Et cette quête de transparence se double d'une quête d'authenticité, donc on s'efforce de contourner la grande distribution en s'adressant aux marchés paysans ou aux boutiques du même nom, et où on trouve des produits authentiques. Alors ces légumes moches et biscornus, on y trouve aussi de la convivialité dans les rapports avec les autres clients et les vendeurs, et ça s'oppose évidemment à la grande distribution dont les grandes surfaces sont froides et, nous dit-on, anonymes. Par ailleurs, le nouveau consommateur a ses produits fétiches ou emblématiques. Le bio, bien sûr, qui va souvent avec le refus de manger de la viande, le vélo,
la voiture et la trottinette, et le tout électrique. Et il est d'autant plus vertueux qu'il accepte d'en payer le prix, et que le prix est généralement élevé. En fin de compte, 4 mots résument assez bien cette nouvelle culture de la consommation: la sobriété, la transparence, l'authenticité et la convivialité. Et il trace une frontière symbolique avec tous ceux que leurs moyens tiennent très éloignés de ce mode de consommation-là. Et ceux-là, ce sont évidemment les classes populaires. Alors, par rapport au chapitre précédent, où j'avais traité séparément les ouvriers et les employés, je les ai réunis pour une raison très simple. Là, j'ai suivi des sociologues et qui montrent très bien que le déclin de la classe ouvrière avec les transformations du monde du travail rapproche beaucoup les conditions, enfin les activités, les conditions de vie et les pratiques culturelles des ouvriers et des employés, et que donc on peut les regrouper sous une étiquette commune, donc de classe populaire. En 2012, ils représentaient 52% des actifs. 3 traits principaux caractérisent leur consommation. D'abord la hausse des dépenses préengagées, ensuite le poids considérable des dépenses de logement et d'habillement, et pour finir, la croissance des écarts, enfin le creusement des écarts qui les séparent des classes moyennes. Alors les dépenses préengagées, bon, la presse en parle beaucoup, donc je ne vais pas insister, mais ce qu'il faut juste bien voir, c'est l'importance que ça revêt. Ça représentait 13% des dépenses des ménages en 1959, ça en représente 34% en 2012, ça c'est en moyenne nationale. Si on regarde les classes populaires, c'est pas 32%, c'est 42% que ça représente. Et si on ne s'intéresse qu'aux premiers déciles, c'est-à-dire les ménages les plus modestes, ça en représente 70%. Donc vous voyez que ça a une importance considérable, ces dépenses préengagées, c'est-à-dire les remboursements d'emprunts, les loyers, les charges, le téléphone, les assurances, etc. Et du coup, ça a 2 conséquences. C'est une capacité d'arbitrage qui est beaucoup plus faible que pendant la période précédente, et la nécessité où ils sont, très souvent, de se serrer la ceinture et d'emprunter pour desserrer la contrainte économique. Même si, comme dans tous les groupes sociaux, l'alimentation et le logement ont vu leur part diminuer, il se trouve que, néanmoins, les classes populaires y consacrent beaucoup plus d'argent que les autres groupes sociaux. Par exemple, l'alimentation représente plus du tiers du budget des classes populaires. Et dans les ménages du premier décile, plus de la moitié. Et on voit les conséquences évidentes de cette chose, c'est le fait que ils sont véritablement obligés de se priver, et surtout ils sont obligés de faire plus de place aux produits qu'aux services. C'est-à-dire une évolution absolument inverse à ce que font tous les autres groupes sociaux. Je continue avec le logement. Alors, et 2 mots évidemment sur les pratiques. Ça conduit à privilégier les produits de base, à ignorer. Alors le bio, c'est évidemment hors de portée. Donc on privilégie les conserves, l'autoconsommation. On a des pratiques drastiques d'économie. On achète surtout dans le hard discount. Et puis on fait beaucoup de place aussi aux promotions et à l'approvisionnement en direct. Donc des pratiques très spécifiques. Quant au logement, les conditions des classes populaires de logement se sont évidemment beaucoup améliorées. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais ce qui par contre a changé, c'est le statut d'occupation du logement. Les classes populaires sont de moins en moins propriétaires de leur logement, et aujourd'hui, par exemple, elles ne sont plus que 31% à posséder ou leur appartement ou leur pavillon. C'est lié évidemment au coût de l'immobilier. Mais ce qui peut-être est plus important encore, c'est la modification de la géographie du logement populaire. Les ouvriers et les employés, alors aussi bien autochtones et de plus en plus qu'immigrés, ont tendance à quitter les banlieues pour accéder à la propriété et à trouver un environnement
plus agréable quand c'est pas l'insécurité et la dégradation des immeubles donc qui les poussent à partir. Et ce qui fait que les banlieues, dans le vocabulaire de la presse qui devient les cités, deviennent des zones d'entre-soi contraints où sont concentrées les difficultés, notamment le chômage et la pauvreté, et où dominent les minorités ethniques. D'autre part, les ménages, que ce soit les propriétaires ou que ce soit les locataires, doivent supporter un effort financier de plus en plus important en raison, pour les locataires, de la hausse des loyers et des charges. Et quant aux ménages les plus modestes, alors même si le logement s'est beaucoup amélioré depuis les années 60-70, ceux-là doivent subir des conditions d'inconfort incroyables et ça représente quand même 2,8 millions de gens qui sont mal logés dans des logements surpeuplés et qui souffrent donc de ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes choisis, la précarité énergétique. Je termine avec les pratiques culturelles et les vacances. Alors pour les pratiques culturelles, il y a quelque chose qui est très important, intéressant et significatif, c'est le fait que c'est la catégorie sociale qui lit le moins aujourd'hui et où on lit de moins en moins. On fréquente de moins en moins les équipements culturels et on va de moins en moins au cinéma. En revanche, la télévision occupe une place absolument écrasante dans les loisirs, non seulement parce que ce sont les ouvriers qui en possèdent le plus, hein, ils sont 97% à avoir une télévision, c'est-à-dire plus que les cadres, par exemple, qui ne sont que 93, et surtout, c'est le groupe social dans lequel on a le plus l'habitude d'allumer la télévision dès qu'on rentre du travail. Si bien que la durée d'écoute quotidienne est le groupe social dans lequel elle est la plus élevée. La participation finalement la moins régulière et la moins intensive de tous les groupes au milieu, à la vie culturelle, dans les milieux populaires, s'explique par à la fois la faiblesse du revenu et la faiblesse du diplôme, par la médiocrité de l'offre culturelle dans les territoires où ils habitent, et enfin par l'échec total de la démocratisation scolaire sur ce plan. On a donné aux enfants du peuple qu'une espèce de couche extrêmement superficielle qui ne leur permet évidemment pas les pratiques culturelles les plus sophistiquées. Il suffit, par exemple, il y a quelque chose qui est très amusant, c'est Bourdieu disait les cadres vont à l'opéra. Alors les cadres n'allaient pas à l'opéra, 4,8% des cadres allaient à l'opéra. Mais il y avait aussi 2,4% des ouvriers qui y allaient. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 0, peanuts. Donc, on a un recul considérable des pratiques culturelles. Et quant aux vacances, donc là, le plus important est de dire que, pour être le plus bref possible, c'est qu'ils sont encore moins nombreux que pendant la période précédente à y aller. Et ils partent moins longtemps et moins loin. Alors, je conclus. Même si les comportements des consommateurs se sont individualisés, la période qui s'est ouverte dans les années 70-90 n'a pas substitué à la consommation de masse une hyperconsommation affranchie des déterminismes sociaux. Du reste, la hiérarchie sociale des consommations est restée strictement identique à ce qu'elle était par rapport à la période précédente. Les cadres supérieurs arrivent en tête et en queue de peloton, on a les ouvriers et les employés et les ouvriers agricoles. Pendant les 30 Glorieuses, c'est toute la société qui était emportée par un puissant mouvement d'accroissement de la consommation, où les cadres avaient une sorte de rôle pionnier et d'avant-garde, et les classes populaires, comme les petites classes moyennes, pouvaient nourrir l'espoir de rattraper le niveau de vie des cadres dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, cette perspective n'a plus rien de réaliste, mais surtout, ce qui est très significatif, qui est plus important encore, c'est que les consommations, la distance qui sépare les classes moyennes des classes populaires s'accroît. Et alors qu'elle avait tendu, au moins à l'extrême fin des 30 Glorieuses, à se réduire. Et par ailleurs, on a une profonde différenciation à l'intérieur de chacun des deux blocs, aussi bien au sein des classes populaires qu'au sein des classes moyennes.
Alors la divergence croissante des modes de consommation depuis les années 70-80 est la conséquence de la inévitable du fait que la société salariale qui formait la base de la société de consommation de masse des Trente Glorieuses forme de moins en moins un continuum tiré par les cadres supérieurs. Et que les inégalités à la fois de revenus et de culture entraînent une fragmentation des modes de consommation que l'on n'avait pas vu pendant la période précédente. Et cette évolution, à mon avis, pose clairement la question de savoir ce que va devenir une consommation de masse qui ne repose plus, comme pendant les Trente Glorieuses, sur le contrat implicite de l'évaluation continue du niveau de vie de tous. J'ajoute qu'on a peut-être, dans le livre que Fourquet vient de publier, L'archipel français, une réponse à cette question. Alors il ne parle ici, enfin dans son livre, que de comportement culturel et politique, pas de consommation, mais je pense qu'on a affaire à quelque chose de semblable. Il fait remarquer que les gens qui ont un niveau d'éducation supérieur à Bac plus 2 ou 3 se comptent aujourd'hui en millions, et non pas en centaines de milliers, et qu'ils sont donc suffisamment nombreux pour former un univers dans lequel ils vivent entre eux. Eh bien, je pense que la consommation va évoluer sur ce modèle-là. On aura des consommations de masse parallèles, si j'ose dire. Je vous remercie de votre attention, vous avez été extraordinairement patient, et puis d'avoir supporté mon débit enfiévré.